En plein cœur de la guerre contre le terrorisme, la Maison-Blanche va-t-elle détruire la carrière d'une espionne de la CIA juste pour sauver son récit sur l'Irak? Jusqu'où un gouvernement est-il prêt à aller pour faire taire ceux qui le contredisent? Au matin du XXIe siècle, le ciel des États-Unis est clair. L'air est léger sur New York. La lumière glisse sur les tours jumelles comme sur deux colonnes dressées vers les dieux. Mais sous cette clarté, des hommes avancent déjà dans l'ombre, portés par une haine patiente, une volonté tordue. Ils montent à bord des avions comme on monte sur un autel sombre. Nul ne les arrête. Le 11 septembre 2001, le rugissement des réacteurs déchire le matin. Une première lame d'acier et de feu transperce la tour nord du World Trade Center. Le souffle brûlant projette verre, chair, métal dans un même hurlement. La fumée grimpe, noire, épaisse, comme une main qui serre le cou de la ville. Les caméras se braquent, l'incrédulité s'accroche quelques instants encore. Puis, dans le ciel déjà meurtri, un second avion vient frapper la tour sud. Cette fois, il n'y a plus de doute. Ce n'est pas l'accident, c'est l'attaque. À Arlington, en Virginie, un troisième avion plonge sur le Pentagone, cœur de pierre du pouvoir militaire américain. Le sol tremble, les bureaux éclatent, des flammes courent sur les murs inclinés. Un pays entier s'arrête. Devant les écrans, les visages se figent. Le monde bascule en direct. La fumée des tours monte longtemps, longtemps après leur effondrement. Deux géants de béton s'écrasent en poussière, en cendres humaines et vitrifiées. Sur Manhattan, il neige de la ruine. Sous cette nuée blanche et grise, la peur naît, se fixe, durcit. Elle devient volonté. Elle devient programme. À la Maison-Blanche, un homme regarde ces images. George W. Bush, investi quelques mois plus tôt, voit en direct les colonnes de son empire s'effondrer. Autour de lui, des noms se dressent comme des remparts. Dick Cheney, vice-président au regard de calculateur. Donald Rumsfeld, maître des armes au Pentagone. Condoleezza Rice, gardienne des alarmes et des secrets au Conseil de sécurité nationale. Ils se tiennent au centre d'un tourbillon. Ils entendent déjà l'écho d'un mot qui ne les quittera plus. Guerre. Dans les couloirs, dans les bunkers, dans les salles sans fenêtres, les écrans s'emplissent de cartes, de schémas, de noms. Al-Qaïda devient l'ennemi absolu. La guerre contre le terrorisme n'est pas un slogan, mais une bannière déployée au-dessus de chars invisibles, d'ordres signés dans l'urgence. Le pays avance vers une mobilisation totale. La peur se mue en ferveur. La vengeance cherche un visage. Les avions américains décollent vers l'Afghanistan. Mais déjà, au-delà des montagnes du Hindou-Kush, un autre horizon suscite les regards. Au loin, dans la chaleur poussiéreuse de la Mésopotamie, se dresse la silhouette figée d'un autre tyran, Saddam Hussein. Dans les discours, son nom revient. Dans les mémos, ses armes supposées se multiplient. Une idée prend forme. Cette guerre contre le terrorisme ne reste pas cantonnée aux grottes afghanes. Elle s'étend. Elle cherche d'autres cibles, d'autres justifications. Le 29 janvier 2002, devant le Congrès, George W. Bush se lève pour prononcer son discours sur l'état de l'Union. La salle est pleine. Les regards sont tendus vers la tribune. Les cicatrices du 11 septembre sont encore ouvertes. Alors, sa voix claque, grave, habitée, quand il nomme les ennemis qu'il désigne au monde entier. Irak, Iran, Corée du Nord. 3 nations réunies sous un même oracle. L'axe du mal. Les mots tombent comme un verdict. Ils dessinent le champ de bataille à venir. Ils fixent dans la pierre la place de l'Irak parmi les menaces à abattre. Dans les bureaux anonymes de l'Anglais, en Virginie, un bâtiment calme abrite une guerre silencieuse. Ici, la menace n'est pas seulement un visage, mais une équation,
une rumeur, une cargaison, une centrifugeuse. Parmi ces couloirs feutrés, travaille une femme dont le nom n'est pas encore un symbole, dont le visage n'apparaît sur aucune affiche. Valerie Elise Plame. Elle naît loin de cette capitale de marbre, à Anchorage, Alaska, le 13 août 1963. Entre montagnes et glaciers, son enfance s'écoule loin des intrigues de Washington. Mais plus tard, dans le secret des recrutements de la fin des années 1980, la Central Intelligence Agency tend la main. Elle l'accepte. Son destin bascule dans le silence. À la CIA, Valerie Plame ne s'affiche pas. Elle se couvre. Elle devient ce que l'on ne doit pas voir. Une employée clandestine, une covert employee. Sa vie se brise en deux. Une façade publique, une vérité cachée. Elle rejoint la Directorate of Operations, ces forces discrètes qui ne combattent pas dans les déserts, mais dans les salons, les réunions en apparence banales, les cafés des capitales étrangères. Sa spécialité n'est pas la rumeur politique quotidienne, mais une menace froide, presque abstraite, la prolifération nucléaire, les armes de destruction massive. Au cœur de la division Counter-Proliferation, elle suit les traces invisibles des programmes atomiques, les chaînes d'approvisionnement, les sociétés écrans, les faux contrats. Elle étudie les pays qui cherchent la puissance absolue dans des installations cachées. Elle ne tient pas un fusil, elle tient des dossiers, des contacts, des légendes de couverture qui protègent non seulement sa vie, mais aussi celle de ceux qui lui parlent à l'ombre des régimes les plus durs. La CIA, plus tard, confirmera ce statut couvert. Mais pour l'heure, nulle déclaration, nulle lumière. Seule la discrétion qui sauve. À Washington, pour les regards extérieurs, Valerie Plame n'est qu'une professionnelle parmi d'autres. Elle apparaît sous l'égide d'une société privée, Brewster Jennings & Associates. Une entreprise qui n'existe, en vérité, que comme masque. Une façade, une plaque de métal sur une porte, une identité pour cacher l'autre. Ce stratagème protège ses missions, protège un réseau, protège des années de travail patient. Tant que personne ne prononce son nom en public, cette protection tient. Né le 6 novembre 1949 à Bridgeport, Connecticut, Wilson choisit la voie diplomatique. Il apprend les codes des ambassades, les nuances des phrases, le poids d'un silence. Ses pas le mènent en Afrique, sur des terres où les crises se jouent parfois loin des caméras, mais pas loin des intérêts du monde. Puis, la route tourne vers un lieu qui le marquera à jamais, Bagdad. Entre 1988 et 1991, il devient chargé d'affaires américain en Irak. Ce n'est pas un poste décoratif, c'est un siège au bord du volcan. Quand la crise du Koweït éclate, il est là, au cœur d'un régime dur, face à un Saddam Hussein qui défie l'ordre international. Wilson veille sur les ressortissants américains, organise leur protection, gère leur départ, jauge les intentions du pouvoir irakien. Il se tient sur le fil tendu entre guerre et diplomatie. Après l'orage, une autre plage l'accueille. Le Gabon, Sao Tomé et Principe. Entre 1992 et 1995, il y sert comme ambassadeur des États-Unis. Mais son lien intime avec l'Irak, avec le Moyen-Orient, demeure inscrit dans son histoire. Les années passent. Il finit par quitter les fonctions officielles, mais non le monde de la politique étrangère. À Washington, il devient consultant, commentateur, voix écoutée sur les plateaux, dans les conférences, dans ces cercles où se façonnent les perceptions du public. En 1998, ses pas croisent ceux de Valerie Plame. Deux carrières se rencontrent. L'une publique, l'autre secrète. Ils s'unissent à Washington, se marient, fondent un foyer dans la capitale fédérale. Autour d'eux, des amis, des dîners, des conversations. Joseph Wilson apparaît au grand jour, analysant les crises. Valérie, elle, prolonge ses journées dans les bureaux sans fenêtres,
les voyages dont on ne parle pas. Dans la même maison, deux vies parallèles coexistent. L'une visible, l'autre protégée par la loi, par le secret, par la confiance de l'État. À partir de 2001, un nouveau type de rumeur parcourt les services de renseignement américains et britanniques. Une inquiétude prenant la forme d'un minerai, de roches jaunes sorties du sol africain. L'uranium. Des bribes de rapports circulent. Elles suggèrent que l'Irak chercherait à acheter ce métal lourd au Niger, pays qui possède des gisements et commerces depuis des décennies avec des puissances étrangères. Des documents arrivent sur les bureaux, contrats présumés, lettres, indications d'un accord possible entre Bagdad et Niamey. La CIA les reçoit. D'autres agences les examinent. La perspective est claire. Si Saddam cherche de l'uranium, il pourrait nourrir un programme nucléaire secret. Pour une administration déjà décidée à voir en lui une menace, ces papiers deviennent des pièces tentantes dans un futur dossier d'accusation. Mais l'ombre du doute plane. Certains analystes froncent les sourcils. Les détails clochent. Des signatures paraissent étranges. Des dates ne collent pas. La CIA s'interroge. S'agit-il d'une piste solide ou d'un mirage dangereux qui orienterait la nation vers la guerre sur des bases faussées? Au même moment, au bureau du vice-président, Dick Cheney et son équipe scrutent ces mêmes rumeurs avec un intérêt aigu. L'Office of the Vice President exige des clarifications, pousse la communauté du renseignement à examiner de plus près ces informations sur l'uranium nigérien. Février 2002 approche. La CIA, à travers sa branche des opérations, assemble les morceaux d'une mission discrète. Pas de grande délégation, pas de médias. Il faut un homme capable de parler aux responsables nigériens, d'évaluer leurs dires, de comprendre les subtilités locales. Un homme qui connaît l'Afrique, qui a foulé le sol des régimes autoritaires, qui sait lire entre les lignes. Un nom remonte à la surface. Joseph C. Wilson IV. Dans les salles de réunion internes, des officiers s'interrogent. Qui envoyer? Comment? Sous quelle couverture? Valérie Plame, au sein de la CIA, participe à une de ces réunions. Son mari est évoqué. Elle transmet son curriculum vitae. Ce geste, plus tard, sera retourné, exagéré, instrumentalisé. Mais à cet instant, il n'est qu'un élément dans la mécanique du renseignement. On signale un profil, on le soumet à l'examen d'autres. La décision ne dépend pas d'elle seule. Elle est prise au terme d'échanges internes, d'évaluations, dans l'ombre des procédures. La mission se met en place. En février 2002, Joseph Wilson, ancien ambassadeur, diplomate chevronné, s'envole vers le Niger. Il ne porte pas d'uniforme, pas de fanfare à son départ. Il part comme beaucoup d'émissaires silencieux, avec un carnet, une mémoire entraînée et un mandat flou que l'on affinera plus tard. Son but est clair, vérifier si le pays a vendu ou cherche à vendre son uranium à l'Irak. À Niamey, il rencontre des responsables nigériens, anciens et actuels. Ils connaissent les rouages de l'industrie de l'uranium, les contrats passés, les habitudes des partenaires. Il voit aussi des représentants de sociétés liées à ce minerai, des hommes qui savent comment une cargaison peut, en théorie, changer de main. Les conversations s'enchaînent. Dans des bureaux surchauffés, dans des salons sobres, les mots circulent. Les responsables expliquent les contrôles, les contraintes, les volumes. Rien, dans ce qu'ils décrivent, ne ressemble à un accord récent avec Bagdad. Les jours passent. Wilson écoute, compare, recoupe. Il n'a pas accès à tout. Il n'a pas les pouvoirs d'un juge international, ni l'omnipotence d'un roman d'espionnage. Mais avec son expérience, il évalue ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il sait déjà du marché mondial de l'uranium. Et peu à peu, un constat s'impose à lui. Il n'y a pas, à sa connaissance, de preuves crédibles qu'un accord significatif d'uranium ait été conclu entre le Niger et l'Irak dans les années récentes. Il rentre aux États-Unis. Dans les bureaux de la CIA, il donne un compte-rendu oral.
Il relate ses rencontres, ses impressions, ses conclusions. On compile ses propos, on les verse dans l'océan des renseignements qui affluent chaque jour. Son message est clair. Il ne confirme pas la rumeur, il la fragilise. En octobre 2002, George W. Bush se rend à Cincinnati, Ohio. Devant un pays qui se prépare mentalement au conflit, il dépeint l'Irak comme une menace croissante, insistant sur les programmes d'armes de destruction massive. Dans ce tissage de peurs et d'arguments, la question des matières fissiles apparaît. Sans entrer dans les détails, le discours rappelle le spectre d'un Saddam en quête d'uranium, d'armes ultimes. L'ombre de l'Afrique, déjà esquissée en coulisses, passe en filigrane devant l'opinion. Peu après, le Congrès vote. En octobre encore, les élus adoptent l'Authorization for Use of Military Force Against Iraq Resolution of 2002. En votant cette loi, ils donnent au président la clé juridique pour déclencher la guerre. Sur le papier, c'est un texte. Dans les faits, c'est une porte ouverte aux chars, aux missiles, aux bombes. Les mois avancent. Dans les bureaux de la Maison-Blanche, on peaufine un discours crucial, celui sur l'état de l'Union, prévu pour le 28 janvier 2003. Chaque phrase compte. Chaque mot peut justifier, enflammer, rassurer ou effrayer. À la fin de ce discours, 1500 mots, 1000 et plus, couleront. Mais 16 d'entre eux vont entrer dans l'histoire. The British government has learned that Saddam Hussein recently sought significant quantities of uranium from Africa. 16 mots, prononcés devant le Congrès, sous les caméras du monde. 16 mots qui invoquent le renseignement britannique pour affirmer que l'Irak a cherché des quantités significatives d'uranium en Afrique. Pas de pays nommé, pas de Niger cité. Mais pour ceux qui suivent le dossier, la cible est claire. Ces 16 words se gravent en direct dans l'argumentaire de la guerre à venir. Pourtant, derrière cette phrase, dans la pénombre des agences, tous ne sont pas convaincus. À la CIA, au Department of State, certains analystes doutent, contestent, rappellent leurs réserves. Ils se heurtent à des volontés politiques déterminées, à une narration déjà lancée. Les doutes demeurent, consignés dans des rapports, noyés dans le tumulte. Le 19 mars 2003, il n'est plus temps de discuter. Les armes parlent. L'opération Iraqi Freedom commence. Les sirènes hurlent à Bagdad. Les troupes américaines et alliées franchissent les frontières. Les missiles s'abattent sur les palais, les casernes, les centres de commandement. La guerre qu'on a annoncée, préparée, justifiée depuis plus d'1 an, se déploie enfin sur le sol irakien. Le 9 avril 2003, les caméras filment une scène appelée à devenir icône. Une statue de Saddam Hussein, sur une place de Bagdad, s'écroule sous les cordes tirées par des hommes en liesse, sous le regard des soldats américains. Une ère semble se terminer dans la poussière de ce monument abattu. Le 1er mai 2003, sur le pont du porte-avions USS Abraham Lincoln, George W. Bush apparaît en combinaison de vol, avec derrière lui une bannière « Mission Accomplished ». Il annonce la fin des grandes opérations de combat. Les équipes de recherche, les inspecteurs, les unités spécialisées fouillent. Ils ouvrent des entrepôts, interrogent des scientifiques, examinent des installations. Mais les stocks importants d'armes chimiques, biologiques et surtout l'arsenal nucléaire redouté ne se présentent pas. Les caches restent vides, les cartes trompeuses. Peu à peu, l'inquiétude glisse vers la contestation. Dans les rédactions, dans les couloirs du Congrès, des voix s'élèvent. Elles ne contestent pas seulement la difficulté de stabiliser l'Irak, mais la base même de la décision initiale. Quels renseignements ont réellement justifié cette guerre ? Sur quoi s'est-on appuyé pour parler d'uranium africain, de programmes terrifiants ? Les 16 words reviennent comme un refrain amer. Joseph Wilson, lui, observe. Il connaît une part de cette histoire. Il a mis les pieds au Niger, interrogé ses responsables. Il sait ce qu'il a dit à la CIA. Il sait ce qu'il n'a pas trouvé. Et maintenant, il entend un récit officiel qui semble ignorer sa mission,
son rapport, son avertissement. D'abord, son désaccord reste discret. Il parle en privé, avec des interlocuteurs choisis, laisse transparaître son incompréhension devant la manière dont ses conclusions ont été traitées. Puis, au fil des semaines, alors que les critiques se renforcent, que la question des renseignements devient épineuse, il sent monter un autre impératif. Celui de la parole publique. Car, dans le fracas de la guerre, dans les ruelles de Bagdad, dans les esprits de ceux qui ont perdu des proches ou s'apprêtent à partir sur le front, une question prend forme, lente, implacable. A-t-on conduit un peuple à la guerre sur des bases inexactes? A-t-on, quelque part, infléchi, sélectionné, amplifié l'information? La vérité, encore enfouie, commence à se débattre contre les couvercles posés sur elle. Joseph Wilson, l'homme qu'on avait envoyé au Niger dans la discrétion de février 2002, se tient à la lisière de ce tournant. Un pas de plus, et il quitte le cercle fermé des confidents pour entrer dans l'arène publique. Là où la parole se paye. Où chaque phrase peut déclencher une contre-attaque. Dans les bureaux de la Maison-Blanche, certains le savent, si ce diplomate raconte ce qu'il a vu, ce qu'il n'a pas trouvé, il ne remettra pas seulement en cause un détail technique. Il touchera au cœur même de la légitimité de la guerre. Et derrière lui, sans qu'il le sache encore, une autre cible se dessine déjà dans l'ombre. La femme qui partage sa vie, celle dont le nom d'agent est enfoui au plus profond des registres de la CIA. Valérie Plame ignore encore la forme précise de l'orage qui approche. Mais le destin a déjà commencé à tourner autour de leur foyer. Une colonne de mots, bientôt, va les placer tous deux au centre d'un drame où se mêleront secrets d'État, vengeance politique et destruction d'une vie clandestine patiemment construite.